Salut tout le monde, voilà, ce sera la dernière vidéo, ce sera qualité vlog sur l'IBC. J'espère quand même que les 3 reportages que j'ai faits vous ont plu. Bon, vous savez que la plupart d'entre vous savent qu'ils ont failli tomber à l'eau, tous. Il y en a un qui est tombé à l'eau, celui sur Baselight d'ailleurs. J'ai trop d'enregistrements d'interviews, j'ai pas assez de plans d'illustration pour le couvrir, etc. Donc, bah voilà, c'est comme ça. Rassurez-vous, ça ne va plus arriver. La prochaine fois, l'an prochain, je change de cadreur. Oui, oui, sans hésitation. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Donc, sur cette vidéo, je vais vous faire un petit débrief des différentes choses qui m'ont touché, que j'ai vu à l'IBC. Je vais quand même revenir sur Baselight. Donc, ce que vous n'avez pas vu dans le reportage qui a été abandonné, c'est que je me suis arrêté sur le stand de Filmlight. J'ai rencontré 2 personnes, à savoir Jackie, coloriste professionnel, et Patrice, qui est développeur chez Filmlight. On a pu essayer pendant un certain temps de tester Baselight. Et donc, je vous propose tout de suite de retrouver quelques petites images, quelques passages de l'interview qui vous permettent de voir quelques fonctions d'étalonnage de Baselight. Je trouve ça intéressant de vous montrer un autre logiciel d'étalonnage que Resolve. Normalement, on utilise le Video Grade pour les pubs. Okay? So ici, on peut changer les noirs et les blancs facilement comme ça. Avec le Film Grade, on peut travailler avec point imprimaire. Donc, par exemple, ici, si tu regardes le pupitre, je peux changer juste le point imprimaire là. Oui. Okay? Mais si vous regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir. Oui, si, on voit très bien. C'est très facilement changer. Les plus hautes lumières, mais situées au niveau des fenêtres. Oui, mais aussi ici, en bas, il y a les zones. Okay? Par exemple, si je commence avec ça, et vous voyez ici, j'ai Pick et Match. Okay? Pick et Match. Je vais ici, je vais faire une petite sélection. Ok, so j'ai piqué le couleur là. Ok, maintenant on a à peu près la même couleur, mais si on va à quelque chose de très différent comme ici, si je vais ici. Ah oui. Oui, exactement. Ah oui. Là c'est impressionnant. Ça c'est impressionnant. C'est terrible. So, par exemple, je vais montrer Blue Shadows qui est assez impressionnant. Si vous regardez ici. Vous voyez, les noirs sont un peu, ils ont changé un peu, mais avec Blue Shadows, ça reste vraiment propre. Oui. Vous voyez la différence, ok? On a gardé l'ambiance ici, mais cette fois avec les détails qui restent. On va faire la même chose ici. So, ici, il n'y a pas beaucoup de détails, mais on peut voir que l'ambiance, c'est assez important. Ah oui, on récupère beaucoup de détails, mais on ne sacrifie pas les noirs. C'est impressionnant. Ah oui. Magnifique, hein? La différence est colossale. Ici, j'ai un petit overview de ce qui arrive dans le timeline. Okay? Cela, on a plusieurs images de caméras différentes. Ça, c'est Rec 709, on a une Sony là. Mais si vous remarquez, ce qui est intéressant, que je n'ai pas besoin d'utiliser les LUT. Okay? C'est juste qu'automatiquement, Baselight savent ce que j'utilise. Ah oui, ok. Il détecte automatiquement le bon log. C'est pour ça que j'ai ce overview. So, je peux voir mon working color space. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était de Baselight. Je vais revenir dessus parce que en fait j'ai fait une petite vlog également sur le stand de SGO et son logiciel principal, Mistika. Je vous propose donc de découvrir ici quelques petites fonctionnalités de correction couleur avec Mistika. Vous verrez que c'est assez chouette. Et nous allons prendre contact avec Adrian, qui est chez Mistika et qui va nous présenter les fonctions de correction colorimétrique du logiciel. Our color grade works per layers. So the first thing I'm going to do is just to create a basic contrast, something like that. And the idea is, I'm going to increase a little bit the saturation. The idea is to create some kind of lens flare that comes from the right corner to here. So what I'm going to do is to create some kind of glow in the highlights. So I'm going to select in the key here my highlights. Can enable the highlight mode to see my selection. There we go, something like this. I'm going to increase a little bit the gamma and the white point so I can create this kind of glow in there. What I'm going to do is to blur a little bit as well that area by going to options, the focus, and I'm going to use one of the overlay modes that Mistika has in here, like a soft light, for example. I can isolate a little bit the area. For example, if I'm affecting other areas here of highlights, I can just create a window, ellipse, and just move it to
to the right corner. So now I have this glow effect created. Now let's say that I want to put the lens flare there. So what I'm going to do is to insert flare effects. I'm going to put my origin in here and my destination there. But the problem is the shot is moving. And I have to apply this same movement into the lens flare. So what I'm going to do is just come to the raw clip and I'm going to insert a tracking point in the corner here and just forward the movement. Oops, we have to increase the area there you go. So now we have the tracker and I'm going to apply this track into flare effects. So I go to the origin and just click and move. So now my origin is fully animated. Now with this effect applied, what I'm going to do is to create the look of the shot, the artistic look of the shot. So we go to here and I'm going to insert another color grading node. And I don't like the greenish effect of the clip, so I'm going to transform completely the look and the feel of this clip by going to first primary, increase the saturation, then go to fixed vectors, and I'm going to change the green to yellowish and brown effect, something like this. I'm going to create another layer and go to the primaries. I'm going to change a little bit as well the color of the white, of the black point, and the highlights there. You can control a little bit the shadows in the secondaries there, black. Increase the highlights as well, something like this. And finally, I'm going to the fixed vector to change the blue to more light blue here, something like this. So we have this blue, the most intense blue. So at the end, if we compare what was our original shot, it was this one. Now we have the colorized shot in Mistika with the flare effects applied. Thank you very much. Thanks. Merci beaucoup, Adrian, pour cette petite présentation. Thank you. Voilà, donc en fait, pour vous parler un peu de Bazelight et de Mistika de façon un petit peu plus précise, est-ce que Bazelight est un concurrent de Resolve? Pas vraiment. Le public ciblé n'est pas le même. Bazelight, c'est vraiment du très haut de gamme, c'est un public très restreint, ça s'adresse beaucoup plus aux studios. Resolve, il s'adresse tout autant aux studios qu'aux indépendants, ce qui n'est pas vraiment le cas de Bazelight. Bon, il y a certaines versions de Bazelight qui peuvent être prévues pour les indépendants, mais c'est beaucoup plus très publicité, film haut de gamme. En fait, c'est plutôt un logiciel d'étalonnage qui se rapproche d'un logiciel de finishing. Mistika, c'est un logiciel de finishing. J'en profite d'ailleurs pour revenir, parce que j'avais fait une petite erreur sur ma première vidéo de l'IBC en 2017, c'est que j'avais dit que Star Wars 7, par exemple, ou le Hobbit, avait été monté, étalonné, truqué sur Mistika. J'ai reçu quelques commentaires de réalisateurs qui m'ont dit « Attends, là tu dis des conneries, etc. » Mes excuses. En fait, il faut savoir, c'est que j'avais mal compris à l'IBC les paroles des représentants de SGO. En fait, effectivement, Mistika a fait le finishing, mais le montage, le gros du montage, a été fait sur Avid Media Composer, comme c'est le cas de 80% des blockbusters américains. Les effets spéciaux ont été faits principalement sous Nook. Mistika a vraiment servi pour le finishing. Donc il m'avait dit « We finished all edits and color grading and effects on Mistika ». Il m'avait pas dit qu'ils avaient monté, truqué, étalonné tous les films sur Mistika uniquement. Bref, c'était une erreur, mais donc voilà. De ce côté-là, je pense aussi que je vous avais dit dans ma FAQ que c'était pas indispensable de se former à Bazelight ou à Mistika, d'autres logiciels d'étalonnage. Je pense que c'est quand même vraiment intéressant, ça peut être quand même vachement intéressant, surtout si vous voulez rentrer dans les studios, parce que là, vraiment, vous pouvez être sûr que si vous maîtrisez des logiciels de finishing comme Bazelight ou Mistika, vous allez très facilement, au moins vous avez une capacité professionnelle qui vous permet d'entrer dans les studios long métrage hollywoodiens. Je pense quand même qu'il y en a beaucoup, c'est un peu leur rêve de rentrer ça dans des studios qui font des films très connus. Maîtriser un logiciel de finishing, c'est franchement peut-être quelque chose qui est une bonne clé pour y rentrer. Concernant par exemple Bazelight, il y a une version gratuite prévue pour les étudiants que vous pouvez aller télécharger en vous enregistrant. Donc j'ai mis ici le lien et la page pour que vous puissiez y aller. Éventuellement, je vais m'intéresser moi-même à Bazelight. Je vais regarder peut-être même, je suis en contact avec l'équipe de Bazelight, dont Patrice de l'équipe de développement. Je vais peut-être regarder si on peut trouver des formations, etc. Et si je deviens étalonneur Bazelight, je vous proposerai avec
plaisir des tutos sur ma chaîne, avec plaisir. Voilà, donc ça c'était le mot concernant le finishing, les stands de SGO. Filmlight que vous n'avez pas vu dans les reportages. Maintenant, si je reviens un peu sur les autres choses que j'ai vues, tout d'abord, je suis allé visiter un stand aussi sur l'IBC d'un logiciel dont on n'entend pas souvent forcément parler sur le marché européen, pourtant qui est très apprécié du marché asiatique. C'est le stand de Grace Valley avec Edius. Et j'ai découvert ceci, chose très intéressante, qu'il n'y a pas qu'Edius que fait Grace Valley. En fait, Grace Valley a son propre logiciel de finishing d'étalonnage qui ressemble assez à Resolve. Le voici, il s'appelle Rio. Donc très intéressant pour les monteurs. Je sais en plus qu'il y a au moins un contact dans mes abonnés qui est monteur Edius. Ça vaut la peine de se pencher sur Rio parce que je crois justement qu'il y a, tout comme entre Resolve et Fusion, entre Adobe et After Effects, des dynamic links, des connexions possibles directement avec Rio. Très intéressant, à voir. Je vais un peu me pencher sur le logiciel pour m'y concentrer moi aussi. Pour finir, pour vos retours que j'ai eus sur 2-3 reportages, revenons peut-être un peu sur le stand de Blackmagic. Ce qui a été surtout intéressant présenté par Blackmagic à cet IBC, c'est bien entendu le Blackmagic Raw. J'ai fait ici, vous pouvez le voir sur l'écran, un test. Je vous mets le lien en description, vous pouvez aller sur le site de Blackmagic pour aller télécharger des fichiers d'exemple du Blackmagic Raw. Et vous pouvez voir, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai testé, et vous pouvez voir qu'on obtient quand même des nuances qui sont assez chouettes. Alors, ça peut paraître étonnant, vous pouvez vous dire, mais comment est-ce qu'on peut avoir dans un codec qui n'est pas, par exemple, l'Apple ProRes RAW, parce qu'évidemment, ça c'est pour répondre à l'Apple ProRes RAW. Hein, donc, comment est-ce qu'on peut avoir un codec qui n'est pas mis dans une caméra qui peut conserver les paramètres RAW? Je vous invite à aller voir l'excellente vidéo je le prends souvent en référence, Erwan Le Chlorec de Yakakak. Je vous mets le lien en description. Donc, vous avez ici vraiment une vidéo assez complète qui vous explique de pas à pas la différence entre le RAW, les captations RAW et l'intérêt du codec ProRes RAW. C'est exactement la même chose que vous allez retrouver comme intérêt avec le Blackmagic RAW. Et comme vous pouvez voir encore, les nuances qu'on obtient sont quand même assez chouettes. Hein. Je suis assez bluffé. Évidemment, comme vous pouvez voir sur les paramètres RAW, il y a beaucoup moins d'options que si on prend par exemple ceux d'une caméra RED ou autre. Bon, est-ce que c'est un mal? Pas vraiment, on verra bien comment est-ce que tout cela évoluera. Mais ce qu'il y a surtout d'intéressant aussi, il n'y a pas que au niveau des workflows RAW que c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que Blackmagic, là, vient de franchir un pas en développant sa propre technologie de codec maison. Ça, c'est intéressant, parce que par exemple, si vous le savez, Premiere, par exemple, comment est-ce qu'il cible son workflow? Il cible à être le plus ouvert possible au maximum de codecs de fabrique entière. C'est pour ça que Premiere, on peut digérer vraiment tout et n'importe quoi. Il y a vraiment tout codec qui passe dedans, ce qui est un avantage. Hein, et donc, ils misent vraiment sur leur moteur, le Mercury, etc., pour être plus rapide, pour avoir plus de performance. Apple et Avid, ils ont misé sur une technique différente, ils ont misé sur une technologie maison, un codec maison, en l'occurrence le ProRes et le DNX HD, pour optimiser les performances et simplifier les flux dans leur logiciel. Donc à choix. Alors, comme vous le savez, niveau performance, Resolve est toujours en deçà de Premiere, en deçà d'FCP10. En même temps, c'est difficile de faire mieux qu'FCP10 et Premiere, surtout FCP10, il est quand même d'une rapidité incroyable sur Mac, celui-là. Donc, mais voilà, donc Resolve est quand même en deçà des niveaux de performance de Premiere, d'FCP10. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que justement, là c'est peut-être un prémisse, ce Blackmagic RAW, au fait que Blackmagic va développer sa propre technologie codec maison. Ils ont commencé avec le RAW, peut-être qu'on va justement avoir du Blackmagic Proxy, du Blackmagic, je sais pas moi, du Blackmagic 4.2.2, 4.4.4, 4.2.0, etc., qu'on va pouvoir utiliser dans Resolve, ce qui est donc que vous aurez probablement, exactement comme vous l'avez actuellement avec le ProRes ou le DNX, la possibilité de créer des médias optimisés là-dedans, etc. Donc ça peut vraiment être très chouette. Ce qu'ils doivent rajouter encore, c'est un des retours que j'ai transmis d'ailleurs à Blackmagic à cet IBC, c'est la possibilité de faire les médias optimisés en tâche de fond. Ça, ce serait quand même vraiment bien, comme ça vous pouvez commencer à travailler alors que votre encodage est en tâche de fond, comme sous FCP10, comme sous Premiere. Ce serait très bien. Comme sous FCP10. Je crois que Premiere, lui, il n'a pas besoin de faire des médias optimisés. À vérifier. Bref, sorry, excusez si je m'égare un peu. Voilà, donc ça, c'est l'intérêt concernant Blackmagic. Alors, je voulais revenir rapidement sur l'interview d'Avid, l'interview d'Adobe. Il y a eu certaines réactions sur certains groupes, notamment FCP10, qui ont un peu rigolé, ils ont été un peu narquois, et ils se sont un peu foutus de la gueule d'Avid et d'Adobe, en disant « Ouais, c'est quand même dingue de proposer une nouveauté qui est depuis plus de 7 ans sur FCP10, et de le mettre en avant, etc. » Bon, je comprends que ça fasse rigoler, je comprends que
bon, ce soit assez péjoratif. Et c'est vrai que sur le stand d'Adobe, encore une fois, les courbes croisées, je me suis permis d'ailleurs le commentaire hein, sur l'interview de Denis Pierre, c'est très, en fait, c'est même copier-coller de Final Cut Pro 10. Hein, c'est pas inspiré, c'est carrément copier-coller. Donc, bon, je comprends que ça fasse sourire certaines personnes. Mais d'un autre côté, vous savez, franchement, le monde n'est jamais noir et jamais blanc. Regardez, si on prend par exemple le cas d'FCP10, il a fallu attendre la version 10.3 pour qu'il y ait la nouveauté de faire des configurations de fenêtres personnalisées. Chose qu'il y avait même sur FCP7, des années avant. Donc voilà, j'ai envie de dire, le monde n'est jamais noir et jamais blanc, ils se copient tous l'un l'autre, ils reprennent tous, il y en a certains qui ont du retard par rapport aux autres. Je comprends que ça en fasse sourire certains, ça en fasse pleurer d'autres. Bref, bon, voilà, ça c'était le petit mot pour dire, oui, bon... ne jugez pas trop vite Adobe ou Avid sur ce genre de choses. FCP10 lui aussi peut avoir ses lacunes. Voilà, par exemple. Ça, c'est un exemple. Voilà, donc je crois qu'on va conclure. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo vlog. J'espère quand même qu'elle vous a plu. J'espère quand même que vous avez été informés quelque peu sur l'IBC. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez avoir plus d'informations. Sachez aussi que j'ai bien transmis tous les retours des utilisateurs à Blackmagic. Ça, c'est fait dans... voilà, donc je pense que certains qui attendaient des retours vont avoir des nouvelles d'ici peu. Voilà, donc merci à tous, encore une fois, d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me questionner, à me commenter. N'oubliez pas les pouces bleus. Merci, encore une fois, et je vous dis à très bientôt sur Corvance Pro.